bonjour malgré ce temps maussade et pluvieux, je suis ravie de vous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle rentrée. Tout de suite, vos titres en images. La commémoration de la Libération fêtée en grande pompe dans les rues de la Principauté. L'Orchestre Philharmonique de Saint-Pétersbourg en visite à Monaco. Coup de projecteur sur l'exposition No Made. Et après ce journal, vous pourrez retrouver votre rendez-vous sport dans lequel nous reviendrons sur le triathlon de Monaco avec la 3e édition du Tristar 111. En marge du match de la Super Cup, des agents de police ont reçu leur attestation de stage concernant le maintien de l'ordre dans le stade. Et puis, nous vous parlerons aussi de la rentrée du football amateur. La commémoration de la Libération célébrée à Monaco, des chars et autres véhicules d'époque ont défilé dans les rues de la Principauté ce lundi. Émilie Rousseau revient sur ces célébrations. C'est un véritable campement qui a été installé sur la place du Palais pour la commémoration de ce 68e anniversaire de la libération de Monaco. Les célébrations avaient débuté en musique dimanche avec l'organisation d'un bal populaire. Les visiteurs ont été transportés en 1944 et ont pu découvrir les conditions de vie lors de cette Seconde Guerre mondiale. L'organisation de cet événement n'aurait pas pu être possible sans la participation du comité de commémoration d'époque et de plusieurs associations de passionnés. Cette passion a commencé très tôt, peu à peu donc des véhicules à restaurer. Aujourd'hui c'est vrai que j'en ai restauré quelques-uns. Je suis venu avec un véhicule assez exceptionnel, un Half-Track, donc un véhicule à chenilles. C'était une belle balade et une belle commémoration. Commémoration qui, il faut le dire, n'est pas mon initiative, mais à l'initiative de monsieur Louis Dantal et de son fils David, du comité de commémoration d'époque. Donc c'est vrai que c'est une première. Il y a le souhait, je pense, de pas mal de personnes de se réunir aujourd'hui et de réfléchir ce que pourrait être une commémoration des 70 ans de la Libération. En tout cas, beaucoup d'enthousiasme. C'est un événement qui me paraît très positif. On n'est pas dans une ambiance, même si on est tous en tenue, finalement une ambiance de guerre. On est vraiment dans une ambiance voilà, très positive. Beaucoup de touristes sont venus à notre rencontre et il y a eu de la musique. Bon, il y a eu beaucoup de pluie aussi, mais ça n'a pas calmé les ardeurs. Ces célébrations étaient également pour nous l'occasion de rencontrer Joseph. Il avait 16 ans le 2 septembre 1944 et a assisté à la libération de Monaco. Je suis heureux d'ailleurs de vivre et puis de me remémorer cette journée. C'était inimaginable. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai plein d'uniformes. Je collectionne. Quand j'ai vu les soldats américains, j'étais émerveillé. Vous aviez 16 ans, c'est ça? 16 ans, oui. Ils étaient habillés, ils marchaient, ils ne faisaient pas de bruit, les chaussures en caoutchouc. Que les nôtres, c'était des godillots. Et puis on en avait bavé, parce que tous les jours, on était bombardés à Monaco. Mais quand on est jeune, on n'a pas peur du danger. Toutes les voitures d'époque sont parties en convoi ce lundi dans les rues de la Principauté. Elles ont défilé sous le regard des passants avant de rejoindre leur campement sur la place du Palais. Cet événement attire bien sûr de nombreux passionnés. À terre ou au volant de ces véhicules, nous sommes partis à leur rencontre. Ils sont venus célébrer cette date tant importante dans l'histoire de la Principauté avec leur collection personnelle des voitures telles que des jeeps ou encore un modèle de véhicule à chenilles, mais aussi des costumes et du matériel d'époque. Moi, je possède 11 véhicules dans ma collection, si on peut dire. Je me mets d'accord avec mes amis et on organise des rassemblements. Ici, ça a été un moment magnifique car j'ai connu les Dantales. On s'est mis d'accord et on a commencé à organiser le premier défilé à Monaco. Et finalement, cette année, nous avons réussi à faire le camp militaire en Principauté. D'autres ont débuté cette passion depuis leur plus jeune âge. Tout petit, j'ai commencé à collectionner les casques. J'adorais les casques. Et au fur et à mesure, j'allais dans les marchés aux puces, acheter des vieux vêtements, tout ce qui était baïonnettes, tout ça. Puis après, j'ai connu ça par l'intermédiaire d'un ami qui était dans la police. Il m'a fait connaître les associations et j'ai dit, je vais me costumer, c'est marrant, sympathique, ça permet de revivre l'époque historique de nos ancêtres.
Et c'est justement le but de ces 2 journées de commémoration avec l'installation de ce campement, se souvenir de ces personnes qui se sont battues pour la libération de Monaco il y a 68 ans. L'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg est actuellement en tournée européenne. Invité par l'Association de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo, il a posé ses valises à l'Auditorium Régnier 3 le temps d'un week-end. Un programme de musique russe que nous présente José Sacré. L'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, le plus ancien de Russie et l'un des plus prestigieux, a donné les 1er et 2 septembre dernier 2 concerts à l'Auditorium Régnier 3, invités par l'Association des Amis de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo. Suite à la tournée de l'Orchestre philharmonique de Monte-Carlo que notre association a organisée en Russie, nous avons souhaité ramener l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg avec leur chef mythique Yuri Mirkanov, une fois de plus en principauté. Et nous souhaitons que ce ne soit qu'un début et que nous allons développer cette nouvelle politique devenue des orchestres étrangers de grand niveau, de grand prestige à Monaco. Au programme de ces 2 concerts, dirigés par Yuri Temirkanov, Rimsky-Korsakov, Stravinsky et Tchaïkovski, dont le célébrissime concerto pour piano numéro 1, joué d'une façon magistrale par Denis Matsuyev. Tchaïkovski, это первый концерт для фортепиано с оркестром, это, наверное, король всех фортепианных концертов. C'est vrai que c'est un des œuvres des plus connues. On peut l'appeler le roi des concertos de piano. Et la difficulté consiste en ce que tout le monde connaît presque chaque note de ce concerto. Pour nous, les musiciens, il est important de l'interpréter à chaque fois à une façon nouvelle. Mais moi, je suis sûre, quand je suis avec l'orchestre de M. Temirkanov, qu'on va faire un beau concert, que ça va être bien et parfait. Quant aux variations sur un thème rococo de Tchaïkovski, elles ont été interprétées par Dimitri Masleznikov, né à Saint-Pétersbourg, mais qui a parfait sa formation de violoncelliste à Paris. Pour moi, c'est très important parce que c'est un orchestre que j'ai entendu depuis que je suis tout petit, encore avec Evgeny Bravinsky, encore avec le grand chef historique russe. Et donc voilà, maintenant, ça me fait une impression assez extraordinaire. Et puis j'espère pouvoir être à la hauteur, bien évidemment, de cet orchestre extraordinaire qui est un orchestre légendaire. Salué par des standing ovations, l'Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg et les solistes ont gratifié les publics très cosmopolites de l'Auditorium Régnier 3 de plusieurs bis en conclusion de ces 2 concerts qui resteront longtemps dans les mémoires des mélomanes. Nous vous en avons déjà parlé sur Monaco Info. Le collectif d'artistes nomades expose régulièrement à la Villa Le Roc Fleuri à Cap d'Aille. Cette année encore, les 26 artistes qui composent ce collectif se sont retrouvés pour réaliser des œuvres in situ autour du thème différent. Alors, pourquoi ce choix? Les éléments de réponse avec Denis Gibelin du collectif. La thématique cette année, c'est la thématique de l'an dernier, c'est-à-dire passeport méditerranéen. On a ajouté effectivement cette année un petit qualificatif donc, qui est différent, avec un point d'interrogation. Parce que cette mer Méditerranée est bordée de multiples peuples qui ont peut-être la même culture et qui effectivement, ces cultures sont liées. Elles sont liées par la mer elle-même,
par la culture qui borde cette mer Méditerranée et aussi le sens que tout le monde donne à cette mer. De quelle manière ce thème a-t-il inspiré les artistes de No-Made et quel message souhaitent-ils faire passer? Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal ont rencontré 3 d'entre eux quelques heures avant le vernissage de l'exposition. Ils sont une vingtaine d'artistes plasticiens et font partie du collectif No-Made. Ils se retrouvent à nouveau dans les jardins de la Villa Le Roc Fleuri. Figurative, provocatrice, alarmiste, poétique, conceptuelle ou encore engagée, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire leurs œuvres, comme cette louche de mer imaginée par Maria Amos. La mer, c'est comme une soupe destinée à tout le monde. C'est pour cela que j'ai fait cette louche, pour en donner à tous. Cela dépend des hommes, il y en a qui en prennent et d'autres qui en donnent davantage. C'est toujours différent, mais l'idéal serait que chaque homme ait la même quantité. Et si les styles de ces installations sont différents, comme le titre de l'exposition d'ailleurs, elles cohabitent et une cohérence assez significative saute très vite aux yeux du visiteur. Nous avons fait une œuvre donc, qui exprime notre inquiétude avec ces banksters et une autre œuvre qui s'appelle Armageddon et qui signifie à quel point nous sommes inquiets sur l'avenir du monde et entre la lutte entre le bien et le mal d'une façon très symbolique. Et cela rejoint un petit peu la thématique qui a été aussi choisie par d'autres artistes avec justement des œuvres qui s'éclatent, qui partent d'une notre peur de voir un monde, de toutes nos valeurs partir en morceaux ou être écrasées par des choses qui nous dépassent et que nous ne maîtrisons pas. Il est difficile bien sûr de présenter une exposition du collectif No-Made sans évoquer la démarche in situ de ces artistes, car s'ils tiennent compte du thème imposé, ils doivent aussi tenir compte des conditions imposées par les lieux, et des éléments naturels comme la lumière, la terre ou la végétation, une performance qui s'apparente bien souvent à un challenge et un défi. En amont, c'est un travail sur la création de l'œuvre, c'est-à-dire l'idée plastique qu'on peut mettre en œuvre, et puis après, voilà. Après, on intègre comment la mettre en place dans ce lieu. Un peu comme une prison, on les voit derrière quelque sorte des barreaux et on voit ses yeux. Et voilà, c'était l'idée qu'elles sont là enfermées dans le sol. Elles auraient pu être enfermées dans un bâtiment, mais c'est un enfermement que moi j'ai voulu au sol, quoi. Et certains artistes ont aussi décidé de franchir les limites du jardin pour installer les œuvres sur le sentier du littoral. Autant dire donc que la découverte de cette exposition est une vraie balade artistique. Nous vous en avions parlé la semaine dernière sur Monaco Info, les ateliers jeunesse du nouveau musée national de Monaco. Ces ateliers étaient organisés dans le cadre de l'exposition Kies van Dogen. Nous avions suivi en début de semaine dernière un groupe de jeunes qui s'étaient inscrits pour 5 jours d'ateliers créatifs. Nous sommes retournés les voir vendredi pour voir le résultat de leur travail. Patti Smith en concert en Principauté, la légendaire chanteuse américaine posera sa guitare le 17 septembre dans un lieu mythique dans la salle Garnier de l'Opéra de Monte-Carlo. Patti Smith, figure de proue du mouvement punk des années 1970, a sorti en juin dernier son nouvel album Banga. Il est à présent temps de faire un point sur les prévisions météorologiques pour les jours à venir. Mardi, le ciel sera changeant, il se partagera entre éclaircies et nuages. Le risque d'averse sera quant à lui toujours présent. Du côté des températures, comptez 19 degrés le matin et 24 l'après-midi. Mercredi, le soleil sera de retour, mais de longs passages nuageux rythmeront cette journée. Jeudi, une tendance plus estivale qu'en début de semaine. Le ciel sera assez ensoleillé avec des températures plus douces. Et quant à vendredi, ce sera une belle journée, loin des passages nuageux. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dès à présent votre rendez-vous sport présenté par un journaliste dont vous connaissez la voix, mais pas encore le visage, Frédéric Elion. Au revoir.
Bonjour à tous, bienvenue pour votre rendez-vous sportif sur Monaco Info. On débute tout de suite cette page sport avec le triathlon de Monaco, le Tristar 111. 111 pour les distances, 1 km de natation, 100 km à vélo et 10 km de course à pied. Une compétition qui s'est déroulée dimanche matin avec un très bon résultat du monégasque Hervé Banti. Retour sur la course avec Fabien Bonilla. Hervé Banti, enfin sur le podium. Le Monégasque termine cette 3e édition du Tristar 111 à la 2e place. Mais avant l'arrivée, il y a le départ. Retour quelques heures plus tôt sur le Larvoto. Dimanche, 8h, le coup d'envoi est donné par son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Près de 600 triathlètes se jettent à l'eau. C'est parti pour 1 km de natation. Une nage assez rapide du côté du peloton de tête. Alberto Cassadai sort de l'eau en premier en moins de 10 minutes, suivi de très près par Hervé Banti. La suite, 100 km de vélo dans l'arrière-pays entre le Mont des Mules, Peille, la Trinité-sur-Mer, Èze et enfin retour sur le Larvoto. La partie vélo, une épreuve déterminante dans ce triathlon. C'est en général ici que se fait la différence. Et l'avantage est donné à un trio, le Suisse Olivier Marceau, l'Italien Andrea D'Aquino et en tête tout au long du parcours vélo, le Monégasque Hervé Banti. Il reste encore 10 km de course à pied. C'est un coude à coude entre le Monégasque et l'Italien. Le troisième homme, le Suisse, est distancé. Les autres triathlètes sont un peu plus loin derrière. Sauf grosse surprise, Hervé est assuré de monter sur le podium. Reste à savoir à quelle place. À l'arrivée, c'est finalement l'Italien Andrea D'Aquino sous les yeux émus de son papa qui franchira la ligne en premier. Hervé Banti, qui vient de participer au JO de Londres, arrive en seconde position une minute plus tard. Après Londres, je ne savais pas trop où j'en étais, puisque là, la distance est vraiment beaucoup plus longue. Donc j'avais la vitesse, mais pas forcément l'endurance. Et donc un podium, c'était l'objectif au départ. Deuxième, c'est bien. J'aurais préféré gagner, mais j'ai des crampes un peu à la fin en course à pied. Alors je suis heureux de sauver la deuxième place. Enfin, un podium ici, ça fait plaisir. Et pour compléter le podium, le Suisse Olivier Marceau s'est finalement fait rattraper lors du dernier tour par l'Italien Domenico Passuelo, l'Italien qui termine donc ce triathlon 3e. Chez les femmes, le niveau était moins relevé cette année, à noter quand même la victoire de Lisa Hüthaler, l'Autrichienne, qui est arrivée 40 minutes après les hommes et qui fêtait son anniversaire le jour même. Du côté des personnalités, des people, Paul Belmondo, un habitué de ce Tristar, il le réalise en règle générale en plus de 5 heures. Son objectif cette année, descendre en dessous de cette barre. Mission accomplie, Paul Belmondo franchira la ligne d'arrivée en 4h57 minutes. Une autre personnalité, un grand sportif, il a longtemps par le passé porté le maillot du meilleur jeune, Marc Tuesca. L'animateur télé a participé l'an passé au Tristar, mais dans la catégorie relais. Il s'est cette année lancé un challenge, participer à ce triathlon dans l'intégralité. Ce qui est chose faite, il termine ce Tristar 111 en un peu plus de 5 heures. Marc Tuesca, 5h31 minutes et 15 secondes. Bravo. Ouais, là je suis un peu cuit là parce que bon... Le vélo c'est dur, reprendre le triathlon sur un circuit comme le Tristar 111, c'est pas un cadeau quoi. Mais bon, je t'avais dit, j'arrive en bon état avec le sourire. Bon, c'est un peu crispé le sourire, mais ça va quoi. Marc Tuesca n'en est pas à son coup d'essai. S'il participe à cette aventure l'an prochain, Marc fêtera son 30e anniversaire de triathlète. Le triathlon, c'est évidemment le dépassement des athlètes, mais c'est aussi une grosse organisation autour de l'événement. De nombreuses personnes contribuent au bon déroulement de cette épreuve. Voyez les explications de Fabien Bonilla. Ça ne se voit plus, mais dans la nuit, le vent a emporté sur son passage l'installation du triathlon à coups de bourrasque. Il est 7h du matin, à 1h du coup d'envoi. Les stigmates de cette nuit animée ont disparu grâce à l'huile de coude employée par toute l'équipe organisatrice. Une équipe importante autour de cet événement. C'est près de 350 personnes dans toute l'organisation, beaucoup de volontaires, de signaleurs et on va rajouter la gendarmerie, la Croix-Rouge, la Sûreté publique, les carabiniers. Je ne voudrais pas en oublier qui ne m'en veulent pas, mais c'est vrai qu'on est à plus de 350 personnes, ce qui représente une énorme sécurité sur toute la course. Et ces gens-là, dès 5h du matin, étaient présents aujourd'hui parce qu'on a eu une énorme bourrasque qui nous a tout emporté. Mais malgré tout, grâce à l'efficacité et la force de ces gens, tout est en place et les athlètes ne se rendront compte de rien. Il est 7h50, 10 minutes avant le coup d'envoi et les plongeurs responsables de la sécurité en mer se préparent. Leur rôle est d'assurer la sécurité des nageurs au moment du départ.
Le fait est de se mettre à 20-30 mètres de la zone de départ et en immersion. Et s'il y avait un nageur en difficulté, notamment s'il prenait un mauvais coup, un coup de pied ou quelque chose dans ce style, pouvoir le sortir rapidement de l'eau. Et là, sur le plan d'eau, on a 18 plongeurs et à la première bouée, on en a une dizaine. C'est un passage aussi délicat, première bouée, puisque là, ça se bouscule beaucoup, ça fait entonnoir. Et ensuite, c'est beaucoup plus tranquille. Les concurrents s'espacent et il y a moins de risques. Une structure médicale composée d'une quarantaine de personnes, entre médecins et membres de la Croix-Rouge, est mise en place un peu partout sur le parcours et notamment bien sûr à l'arrivée. Ici, sur la ligne d'arrivée, c'est exclusivement les gros états de fatigue et de déshydratation avec manque de sel, où donc on perfuse pour réhydrater les coureurs. Et sinon, il y a des plaies, souvent ils tombent pendant le vélo et remontent sur leur vélo et ils viennent ici après pour se faire soigner. En règle générale, il y a beaucoup d'interventions. Alors, ça reste un format, le 111, où les gens sont bien entraînés et qui n'est pas toxique, on va dire, pour le corps humain. Et donc, en général, ça se passe bien et il n'y a pas trop d'intervention. Le triathlon est une compétition sportive, mais également une fête, à l'image de plusieurs manifestations organisées la veille. Un cours de Zumba, ou encore cette course en escarpin. Une trentaine de participantes ont parcouru 50 mètres juchés sur des talons de 8 cm. Ce vendredi, au stade Louis II, s'est déroulé le match de Supercoupe entre Chelsea et l'Atlético de Madrid avec une victoire 4-1 des Espagnols. Et en parallèle, une remise d'attestation de stage était organisée à la direction de la Sûreté publique. Un stage dans le cadre du maintien de l'ordre dans les stades de football. Les explications de Fabien Bonilla. Intervenir en cas de débordement dans un stade de foot, voici un des objectifs d'une formation donnée à des fonctionnaires de police. La direction de la Sûreté publique a engagé depuis 2010 une action de formation de ses personnels à des techniques de maintien de l'ordre et d'intervention rapide dans et aux abords des stades de football. Ainsi, une section d'intervention rapide a pu être créée, section composée de 45 fonctionnaires de police capables d'évoluer dans un stade. Ce sont des agents de police qui sont affectés dans les différentes unités de la Sûreté publique, qui ne sont placés en unité constituée qu'à l'occasion de certains événements, en l'occurrence match de football, en l'occurrence Grand Prix de Formule 1 où on prend une partie de la section pour avoir une réserve de maintien de l'ordre, ou n'importe quel événement qui peut se dérouler en principauté. Depuis toujours, les élèves agents sont formés par les CRS en France au cours de leur formation initiale. Là, on a spécialisé un peu plus de 40 fonctionnaires dans le maintien de l'ordre, y compris dans le maintien de l'ordre dans les stades, tout simplement pour gagner en autonomie et en souplesse d'emploi. Ces 45 fonctionnaires viennent de recevoir leur attestation de stage des mains du directeur départemental de la sécurité publique des Alpes-Maritimes, en présence notamment du ministre d'État et de son conseiller de gouvernement pour l'intérieur. Avant de recevoir cette attestation de stage, plusieurs sessions de formation ont été organisées à Monaco et à Nice. Il y a eu 2 sessions de formation initiale, 2 sessions complémentaires, d'autres échanges évidemment et d'autres sessions de formation auront lieu et ils ont appris à toutes sortes de techniques d'intervention, à la fois à l'extérieur du stade, donc ça c'est des techniques propres au maintien de l'ordre, et également à l'intérieur du stade pour pouvoir régler un certain nombre de situations qui peuvent être conflictuelles. Donc c'est avoir une réponse graduée à différents types de situations, donc principalement consister en des cas pratiques et des exercices de simulation dans le stade. Pour parfaire leur formation, ces fonctionnaires de police suivront d'autres stages prochainement dans différents stades de France. On reste dans le monde du ballon rond, mais on passe au foot amateur. C'est l'heure de la reprise pour l'ASM FC. Si les pros ont retrouvé les terrains et le championnat depuis 3 semaines, l'équipe 3L est en pleine préparation. Voyez ce reportage. Vous reconnaissez forcément ce joueur qui dépasse d'une tête le reste du groupe. Yann Kohler, ancien attaquant de l'AS Monaco, évolue aujourd'hui avec la section amateur du club AC Mist. Une équipe qui a entamé sa préparation physique il y a 1 mois, 4 séances par semaine au programme durant le mois d'août, afin d'être fin prêt pour le début de saison. On a bien travaillé, on a bien bossé. On a fait 2 séances à l'extérieur, donc une séance au plateau de la Justice. On a commencé par du long footing basique. Ensuite, on a aussi beaucoup travaillé notre physique avec beaucoup de ballons. Aussi en muscu, on est allé en muscu. On a la chance d'avoir un préparateur physique qui a été formé par
le préparateur physique du centre de formation, Sébastien Lopez. Donc c'est super pour nous. Un encadrement digne d'une équipe professionnelle pour une formation amateur. Outre un préparateur physique à temps plein, Stéphane Porato, ancien gardien de l'ASM, est aujourd'hui responsable de l'encadrement des gardiens de la section. Encore joueur l'an dernier, il a intégré le staff cette année et pourra prodiguer ses précieux conseils aux 5 gardiens de l'effectif, mais également aux jeunes portiers du club. On essaye de donner un peu les mêmes conseils qu'on pourrait donner à des gardiens professionnels. Simplement, ça met peut-être un petit peu plus de temps. Et il y a une chose qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que eux, la journée, travaillent. Et que le soir, ils viennent ici en priorité pour prendre du plaisir. Et que dans nos entraînements et dans nos séances, il faut essayer quand même de leur faire retrouver ça. Le groupe est composé d'une 50aine de joueurs et sera divisé en 2 parties. Une moitié constituera l'effectif qui évoluera en PHA et le deuxième groupe évoluera en première division. Champion de PHB l'an dernier, les Monégasques affichent de belles ambitions cette saison. Après la saison qu'on a faite où on a été champion et on a gagné la coupe, donc c'est vrai que j'ai un groupe de qualité. Bon, moi je suis quelqu'un de très ambitieux, donc forcément je vais jouer pour la gagne et tous les dimanches on va jouer pour gagner tous nos matchs. J'ai envie de vous dire, l'objectif c'est de monter en DHR. Ce serait bien pour le club, ce serait bien pour les jeunes, ce serait bien pour le centre de formation. Donc il y en a largement les moyens. Début de la saison, le 23 septembre, avec un déplacement à Vence. C'est la fin de cette page sport. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info.